médiation. Non, je peux ici. Voilà, on est pas. Donc, bonsoir à ceux qui sont présents. Nous ne sommes pas très nombreux ici en présentiel, mais nous avons changé de monde. Il y a 20 personnes qui sont là en distanciel et qui vont aussi participer à cette soirée, peut-être moins facilement que vous, parce que vous pourrez faire autre chose éventuellement que de poser des questions. Donc bonsoir aussi à ceux qui sont à distance. Nous allons ce soir donc aborder ce thème de l'argent en médiation. Je précise simplement donc que cette soirée est enregistrée et pourra être revue sur notre site Médiation Plurielle. Voilà, donc sur ce thème, nous allons pouvoir échanger nos pratiques, certainement très différentes les unes des autres. C'est ce qui fait la richesse de nos échanges dans ces soirées médiation, conversation et controverses. Donc, j'en dis pas plus, simplement donc, pour pouvoir être avec ceux qui sont loin, chacun doit parler très fort, assez fort en tout cas. La salle résonne un peu, mais je crois que ça va aller. Et voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Geneviève. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conversation et controverse organisée par Médiation Plurielle. Mon nom est Catherine Garetta et je vais donc animer cette discussion avec sans doute quelques controverses autour de la question de l'argent. Peut-être vous dire que de mon côté, alors je vais avoir un rôle d'animateur, mais je suis moi-même médiatrice dans une institution. Et donc par rapport à la question de l'argent, moi je suis payée par l'institution et les personnes liées en médiation ne payent pas la médiation. Donc voilà, il y a peut-être des moments où je me permettrai d'intervenir si cette composante a besoin d'être exprimée dans nos échanges. L'argent, c'est intéressant par rapport à la médiation parce que, en fait, historiquement, la médiation elle a quand même été poussée par un mouvement assez militant dans lequel dominaient quand même des questions d'engagement, de militantisme et quelques valeurs autour aussi de l'action. Bénévole en tant que telle, mais d'une action non intéressée, en tout cas au service de la paix et au service de la résolution des conflits. Et donc, comment finalement ces démarches se sont professionnalisées et finalement ont créé une sorte de métier pour lequel la question de la rémunération se pose. Alors en fait, ce que je vous proposerai dans un premier temps, c'est on va avoir une discussion entre les trois intervenants que je vais vous présenter très rapidement. Et puis, dans un deuxième temps, en deuxième partie de cette séance, je vous donnerai la parole dans la salle et puis à travers le chat pour ceux qui sont à distance pour vos témoignages, éventuellement vos questions sur le sujet. Alors, autour de moi, je les laisserai se présenter un petit peu plus s'ils le souhaitent, mais Anne Robin, qui arrive de Rennes, et qui est médiatrice généraliste et médiatrice familiale, Marie Belmont, qui est médiatrice et coach, et Claude Amar, qui est médiateur et développeur autonome. Donc, on peut faire plein de choses avec la médiation aussi, et qui ont des pratiques ou une vision un peu différente de cette question-là. J'avais envie en fait de vous proposer de distinguer deux questions qui me paraissent importantes par rapport à la question de l'argent en médiation. D'une part, la question de l'argent du point de vue du médiateur. Certains médiateurs ne sont pas payés, sont bénévoles. Certains médiateurs sont salariés et donc sont payés indépendamment des médiations qu'ils ne peuvent pas faire. Certains médiateurs sont payés directement par le client, ou le médié en particulier. Il y a plein de configurations différentes. Et la question, c'est plutôt de se poser la question, le sujet, c'est peut-être de se poser la question de savoir finalement est-ce que ça change quelque chose par rapport à sa posture, par rapport à la médiation. Et qu'est-ce qui, finalement, aujourd'hui,
on peut imaginer qu'il y ait la coexistence entre plein de types de situations, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la médiation et pour les médiés? Et puis, dans un deuxième temps, on parlera de la question de l'argent du point de vue des médiés. Certains ne payent pas la médiation, certains payent tout le coût de la médiation, en tout cas payent quelque chose, parfois ils payent la moitié, parfois ils payent plus ou moins, enfin il y a aussi toutes les configurations possibles. Et là aussi c'est un sujet, comme vous le savez, qui est assez présent dans d'autres professions assez proches de la nôtre, notamment quand on parle de toutes les professions, de la psychanalyse, etc., la question de l'argent elle est bien sûr très présente. Donc la question c'est de voir finalement dans notre pratique à nous, dans nos pratiques à nous, est-ce que pour les médias ça change quelque chose de payer pas du tout, de payer un peu, de payer tout, le coût de la médiation, en tout cas le médiateur. Voilà, donc je vais d'abord vous proposer de parler de la question de l'argent du point de vue du médiateur, c'est-à-dire de la personne qui va assurer une fonction, qui est la fonction d'animer et d'être responsable d'une médiation. Et donc je vais peut-être demander à Anne de nous dire qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de la question de savoir finalement pour le médiateur, qu'est-ce qui est important et en quoi la question de sa rémunération peut soulever des questions, peut donner lieu à des prises de position un peu différentes. Et tu peux te présenter rapidement si tu veux. Donc moi je viens de Rennes ce soir représenter une structure qui s'appelle Cité et Médiation, qui est une association qui a été fondée en 2008, qui promeut la médiation de voisinage. Le voisinage au sens large, qui est essentiellement porté par des médiateurs citoyens qui interviennent bénévolement dans l'association. Mais on a un petit oxymore, on pourrait dire, quand on les présente, on dit que ce sont des bénévoles professionnels, dans le sens de qualifier et former. Il se trouve aussi qu'à d'autres moments, donc moi j'exerce aujourd'hui majoritairement ok, on me dit de parler plus fort. Donc j'exerce majoritairement dans ce cadre-là, c'est-à-dire en tant que salarié de cette structure. Auparavant, j'y étais bénévole, mais j'ai aussi pu expérimenter d'autres contextes d'intervention, notamment avec une collègue en libéral, entre guillemets, sur des prestations tarifées avec conventionnement, et aussi pendant mon stage du diplôme d'état de médiateur familial dans un service conventionné où là, les personnes payaient en fonction de leur quotient familial selon le barème CNAF, donc à la séance. Donc j'ai pu me retrouver dans différentes situations et c'est vrai que ce que je peux en dire, c'est que pour moi, donc ça n'engage que moi, je trouve que c'est extrêmement confortable, alors notamment sur le plan pratico-pratique au cours de la séance, qu'il n'y ait pas de transaction d'argent. J'ai pu voir dans le cadre de la médiation familiale aussi des questionnements sur on fait payer au début de la séance, on fait payer à la fin de la séance, et peut-être quelque chose des fois qui pouvait être un peu inconfortable. À Cité et Médiation, on est complètement détaché de ça puisque le service il est entièrement financé par la collectivité, la Fondation Abbé Pierre aussi qui est notre plus gros financeur, des fonds liés aux donations de personnes et puis quelques fonds d'État sur par exemple la prévention de la délinquance ou le développement de la vie associative. Ce qui fait que moi j'ai le sentiment que ça me permet d'être complètement détaché par exemple de l'issue, avec pas de pression sur ce que ça peut donner à la fin et un type de médiation aussi qui est centré sur la relation, un peu aussi détaché de l'accord. L'accord à tout prix, c'est vraiment l'idée, c'est pour ça que l'association elle s'appelle comme ça, Cité et Médiation au sens grec, c'est-à-dire quelque chose autour du lien social, quelque chose autour de comment on va relationner
ensemble avec, c'est peut-être là la nuance, mais je pourrais y revenir après, quelque chose de tout à fait particulier dans ce lien qui est le lien de voisinage. Peut-être on pourra en parler tout à l'heure du côté des médias, mais voilà, une sorte de détachement pour moi qui est plus grand que dans les précédentes expériences que j'ai pu avoir au libéral ou pendant ce cadre-là du stage de médiation familiale. Ok, donc Anne, si je comprends bien, en fait, toi, vous travaillez surtout avec des bénévoles professionnels, je trouve ça intéressant comme terme. Et toi, tu considères finalement que de ne pas avoir affaire à l'argent pendant la médiation, c'est confortable, c'est ce que tu dis. Plus fort. Marie, toi, tu me disais aussi que tu avais un peu réfléchi à ces questions d'argent par rapport à ton statut et ton activité. Oui. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, en fait, cette question de l'argent? Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis vraiment ravie d'être invitée par Médiation Plurielle. J'ai l'impression, du coup, d'être incluse dans cette famille des médiateurs et des médiatrices. J'ai réalisé la formation au CNAM en 2015. À la suite d'une réflexion sur mon activité, j'ai une structure qui s'appelle MPI Conseil, dans laquelle je suis associée depuis 2007. Et je faisais beaucoup de conseils en ressources humaines et j'intervenais beaucoup sur les relations. Et quand les personnes étaient en réflexion par rapport à leur cheminement professionnel et en bifurcation souvent, ou quand il y avait des problématiques de conflit. On s'apercevait que finalement les diagnostics relationnels proposés étaient chronophages, énergivores, chers, souvent, puisqu'on devait rencontrer plein de gens. Les gens nous disaient tout, on avait tout compris de la situation. Parfois, nos commanditaires, nos clients, qui sont très très majoritairement des grosses entreprises du CAC 40, acceptaient de financer, souvent connaissaient bien aussi la problématique. Et puis on rendait des préconisations qui étaient magnifiques, mais appliquées peut-être pour 10%, allez, on va dire ça comme ça. Donc je pense que ça crée des frustrations des deux côtés, sachant que le fait de devenir savant en tant qu'intervenant extérieur n'apportait finalement pas grand-chose. Et puis cette position de tiers, d'intermédiateur était finalement assez inconfortable puisqu'elle n'était pas nommée. Et puis le fait de pouvoir proposer des médiations à partir de 2016 et de leur dire, écoutez, ce que je vous propose, c'est de ne pas comprendre tout ce qui se passe chez vous, mais plus de faire en sorte de vous dire ce qui pose problème, et ça va durer peut-être 1 ou 2 jours, donc ça va vous coûter 10 fois moins cher. Donc là, ça a été vraiment la très bonne surprise en fait pour mes clients. Et le ROI, si on parle de retour sur investissement, était pour eux complètement démentiel. Puisque finalement, moi, je n'ai pas de rapport à produire en tant que médiateur, ça c'est un grand bonheur. Donc pas de slide, pas de restitution. Et la problématique de l'argent finalement se pose avant, souvent avec une grande surprise sur quelque part ça ne va coûter que ça de faire parler les gens entre eux. Du point de vue des médias, effectivement, ils n'ont pas idée de ce que ça peut coûter. Certes, c'est un investissement quand même, puisque ça a coûté beaucoup. Le conflit coûte cher, souvent. Les relations qui sont dégradées, le temps passé à discuter avec les uns et les autres de ce qui ne va pas, n'est pas véritablement évalué, mais coûte. Et j'ai souvent eu des demandes de la part de mandants, donc de commanditaires, qui n'étaient même pas intéressés par le résultat, en disant bah, écoutez, ça va tellement pas bien, on ne sait pas quoi faire. En gros, on soupçonne du harcèlement, on sait que là, on doit agir parce que le Code du travail nous recommande de faire intervenir un médiateur ou une médiatrice. Donc, écoutez, allez-y, mais voilà, faites ce que vous pouvez. Donc, ça n'est même pas la question d'argent. Et
finalement, le fait de dire, mais et donc on n'a pas de plan d'action après à mettre en œuvre. Non, faites confiance à ce qui s'est passé. Et finalement, si on revient à ce rapport à l'argent, ça n'est pas du tout, ça n'a pas été un point de crispation, bien au contraire, peut-être une bonne surprise, hein, si je reprends souvent l'expression qui est revenue. En revanche, je m'aperçois que cette année, et je ne sais pas pourquoi, peut-être synchronicité, la question de l'argent, et peut-être ce sera aussi un point abordé, revient comme objet de la médiation, dans les médiations, c'est-à-dire quand des associés peuvent se parler en médiation, et quand il y a une problématique, la question de l'argent est abordée comme étant la question conflictuelle. L'argent de la médiation, le coût de la médiation? Non, l'argent entre eux, les relations liées à l'argent entre eux. Voilà, donc ce sera peut-être aussi un troisième fil à tirer. Okay. Alors Claude, toi tu es dans un univers encore différent, peut-être tu vas nous te présenter un peu et nous dire comment tu vois toi, la question de l'argent pour la communauté des médiateurs. D'abord, bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Catherine et moi avons essayé d'organiser ça à plusieurs reprises. Moi, je fais des médiations commerciales, j'ai donc pas du tout une démarche aussi vertueuse que mes deux co-intervenantes. Il n'est jamais question que d'argent. Et j'ai découvert la médiation alors que j'étais directeur du développement d'une société cotée à Paris, propriétaire d'une centaine d'hôtels dans le monde, qui se battait avec un fonds américain sur plusieurs centaines de millions de dollars. Centaines de millions de dollars, c'est aussi de l'argent. Et ça s'est fini par une médiation, pas une vraie médiation, puisque c'était moi, l'une des parties, qui assurait le rôle du médiateur entre les deux avocats chief litigators, qui ne savaient plus comment s'en sortir et qui avaient compris que de toute façon on allait perdre tous les deux. Et après ça, j'ai été faire ma formation à la médiation. Quand on fait des médiations commerciales, la question de l'argent du médiateur ne se pose pas. L'argent des parties, c'est ce qu'il y a sur la table. Ils veulent chacun le billet de 100 balles. Et puis votre boulot, c'est de faire que, s'ils sont assez intelligents, il y ait 2 billets de 100 € sur la table. Ça, c'est créer de la valeur. Et c'est comme ça que le médiateur, je pense, considère qu'il a fait du bon travail. La pire des solutions, c'est de couper le billet en deux. Mais on n'a parlé que d'argent. Sur l'argent du médiateur, en France, on a toujours honte de l'argent, mais il faut faire face à la réalité. Moi, médiateur, je n'ai que mon temps à vendre, donc si on ne me rémunère pas, j'ai plus les moyens de faire de la médiation. Dans une médiation judiciaire, je ne peux commencer à travailler que lorsque la provision a été versée, donc la question de l'argent ne se pose pas. Et dans une médiation conventionnelle, c'est la même chose. Tant que la provision n'a pas été versée, on ne se met pas au travail. Et puis, il faut dépasser cette honte de l'argent et savoir qu'on rend un service, et qu'on rend un service qui a une grande valeur. Et je voudrais m'arrêter sur 2 exemples. Le premier, c'est comparer un médiateur commercial et un arbitre. Au bout du compte, ils rendent le même service. Le médiateur commercial va toucher en moyenne, et j'ai tenu les statistiques de plusieurs chambres du tribunal à l'époque de grande instance de Paris, la moyenne des médiations était légèrement inférieure à 2 000 €. Le médiateur va recevoir 2 000 €, l'arbitre va recevoir entre 70 et 150 000 €, ils sont en général 3. Le service est le même, les parties partent avec une solution. Contraignante ou librement consentie, ils partent avec une solution. Le deuxième exemple, c'était une de mes premières médiations, entre une entreprise de prêt-à-porter et son styliste. Ça faisait 3 ans que le styliste n'avait pas dessiné de collection. Ça faisait 3 ans que le chiffre d'affaires de la maison de prêt-à-porter baissait. Et la raison est apparue pendant la médiation. Ils avaient tous les deux fait une erreur de conception. Et s'étaient fâchés finalement sans raison. Ils se sont levés, ils se sont embrassés, et le patron de la maison de prêt-à-porter s'est tourné vers moi et m'a dit «
Ça va être combien vos honoraires? Parce que je prends tout en compte. On avait passé 2 heures, on allait passer encore 1 heure à rédiger, parce qu'il avait donné l'instruction d'avocat de rédiger. J'ai dit, ça va faire 4 heures en tout, le CMAP va vous facturer 300 € de l'heure, ça va faire 1 200 €. Le type plein d'espoir me regarde et me dit, chacun? J'ai dit non, en tout. Et il me dit, monsieur Amar, jusqu'à présent, je vous avais pris pour un homme intelligent, mais vous me décevez beaucoup. Vous m'auriez demandé 30 000 €, je vous les donnais avec plaisir. Quelle est la valeur de la médiation? Quelle est la valeur du service qu'on rend? Est-ce qu'on peut le figurer? Et je parle de médiation commerciale parce que je comprends bien ce que me dit autour de moi. Est-ce qu'on peut le figurer avec autre chose que de l'argent? Prenez un exemple. Le matin, le médiateur reçoit monsieur, comment on va l'appeler? Monsieur Cristalline. Monsieur Cristalline, qui est opposé à son employé de maison, qu'il a licencié un petit peu vigoureusement. Il se retrouve en médiation, le médiateur travaille 4 heures, il est à 200 € de l'heure, il facture 800 € au bout de la matinée. Ils ont trouvé une solution, ils partent contents, il va donner un petit peu d'argent à l'employé de maison et elle va pouvoir regarder son avenir de façon un petit peu plus positive. L'après-midi, on a le même monsieur Cristalline qui revient avec son associé japonais. Ils ont un conflit qui porte sur des centaines de millions d'euros. Vous avez passé 4 heures avec eux et vous facturez 800 €. Ça vous paraît normal à vous? Et je vous pose la question. Alors comment on fait? Mais comment on vous l'interdit? On vous interdit un honoraire de résultat. Oui, bien sûr, dans le code de déontologie. Le tribunal fixe vos honoraires et quoi que vous preniez, c'est toujours trop cher. Mais le comble, c'est qu'en prenant 800 € pour régler une affaire en centaines de millions d'euros, vous passez pour un psychologue de prise unique. Ce que tu veux dire, Claude, c'est que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, le mode de rémunération un peu forfaitaire et au temps passé et un tarif qui paraît raisonnable, on va dire, Moi, il me paraît totalement déraisonnable. Dans l'autre sens, mais contribue à dévaloriser la profession. Je vais le dire autrement. Oui. Je pense que, et une fois de plus, je ne parle que de médiation commerciale, nous ne sommes pas suffisamment pris au sérieux pour le service que nous rendons, parce que notre service est trop bon marché. Et une fois de plus, si je compare le prix d'un arbitrage et le prix d'une médiation, et prenez une médiation qui a duré des heures et des heures et qui va être facturée 10 000 €, vous la comparez avec des centaines de milliers d'euros. Comment voulez-vous qu'on soit pris au sérieux? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui est propre au champ commercial, mais il y a quelque chose qui est plus général, je pense, à la médiation, qui est finalement en quoi l'argent donne de la valeur au service qui est rendu. Par rapport à... Tu as parlé de honte de l'argent. Qu'est-ce que ça... Toi, tu as envie de réagir comment quand on entend ça? Je peux ajouter un mot? Vas-y. Il y a peut-être une autre dimension à regarder. C'est que lorsqu'on a été formé à la médiation, on nous a plutôt enseigné une position d'humilité. Et je ne sais pas si c'est pareil pour vous dans votre exercice, mais moi je me rends compte que les parties n'attendent pas du tout que je sois humble. Ils attendent de ma part une posture solide, parce que le fait de ne pas avoir de pouvoir me donne un pouvoir colossal. Et si en plus ils me payent mal, quel genre de considération ils vont avoir pour moi? N'oubliez pas qu'en médiation commerciale, il y a un médiateur, mais il y a au minimum 2 avocats, souvent avec leur junior, et vous avez grossièrement 600 à 1000 € de l'heure d'honoraires ici, 600 à 1000 € d'honoraires ici, et lui qui est bien payé, 350. 350,
C'est 175 pour chaque partie. Ok. C'est le point que je voulais ajouter. Je pense que pour nous, la question de la honte, elle ne se pose pas, puisqu'on est vraiment détaché, de ça. Et d'ailleurs, tu l'as rappelé, Catherine, nous, le type de médiation qu'on propose, c'est vraiment ça, en référence à Jacques Fagel, les community boards, la médiation citoyenne née de la société civile, et comment, en tout cas, nos médiateurs se perçoivent comme médiateurs par les pairs, des C2PAIRS, des citoyens au service d'autres citoyens. Mais pour autant, alors il faudrait leur poser la question, mais il y a vraiment cette idée d'essaimage d'esprit de la médiation dans ce qu'on fait, et par rapport à ce qu'on disait sur la qualification tout à l'heure, ce qui est très probant ces dernières années, par rapport à ce que tu évoquais sur la professionnalisation, c'est que au sein de notre structure, là, sur les 3-4 dernières années, là, on est rendu à 2/3 de médiateurs qui exercent bénévolement chez nous, qui sont formés soit au CNAM, soit à l'IFOMEL, soit au DU de médiation, ou soit au CMAP, et qui vont être un peu à un tournant de leur carrière professionnelle, reconversion, ou ont envie d'une retraite un peu active, qui ne cherchent pas forcément à en vivre, mais en tout cas qui ont envie de pratiquer. Et ce champ-là, en tout cas, leur permet de monter en compétence, de se faire la main, parce que du coup, il n'y a pas cette question de l'argent ou de devoir en vivre. Donc ça mène aussi une liberté assez importante par rapport à ça. Donc pour nous, c'est un non-sujet. Mais j'entends ça. Alors je peux témoigner sur une autre expérience qu'on a eue. Il nous arrive un peu marginalement, quand on n'est pas dans le champ du voisinage ou qu'on est hors territoire, à répondre à des sollicitations. Et on se faisait la réflexion avec ma collègue l'autre fois, on a dû répondre à 3 ou 4 demandes d'intervention en médiation collective pour lesquelles on s'est retrouvé face à des cabinets un peu plus réputés, et effectivement on n'a jamais été retenu parce que sans doute qu'une petite association qui va faire un devis est peut-être 10 fois moins importante qu'un gros cabinet, on n'est pas pris au sérieux, effectivement. Mais du coup, pour être un petit peu poil à gratter, on se pose la question aussi de est-ce que le fait de payer, est-ce que le fait de facturer, ça garantit aussi une qualité de service? On peut aussi se poser cette question. Ça ne veut pas forcément dire que il y a de la qualité. Ce que tu veux dire, c'est que par rapport à tes bénévoles professionnels, qualifiés, aux bénévoles qualifiés, ouais. Tu ne sens pas que de leur point de vue, il y ait une demande quelconque de quelque chose qui serait une reconnaissance par l'argent de la qualité de leur travail? En tout cas, on a beaucoup qui sont là, comme tu le disais tout à l'heure, dans un esprit militant aussi, c'est-à-dire essaimer cet esprit de la médiation et puis se mettre au service. D'ailleurs, on a fait assez récemment, là, avec une étudiante en master, là, toute une démarche pour évaluer l'utilité sociale de la médiation citoyenne de voisinage. Et la personne qui a enquêté les bénéficiaires du service, on leur a demandé s'ils savaient que les personnes qui les recevaient étaient bénévoles. Alors, certains médiateurs le disent, d'autres pas. Et c'est assez surprenant. Très majoritairement, les gens sont surpris en fait qu'on puisse accepter de s'occuper du conflit des autres de façon désintéressée. Des fois, on a des gens un peu de façon triviale qui nous disent « Mais pourquoi vous faites ça? C'est bizarre de faire ça comme activité, on peut faire de l'aide aux devoirs ou autre chose, mais de la médiation, c'est curieux. » Donc il y a quand même une certaine reconnaissance, alors ce serait peut-être plutôt là. Pour reprendre l'idée, on parlait de Jean-Édouard Grésil tout à l'heure, qui parle souvent de MOS, le don, le contre-don, et voilà, nos médiateurs nous disent ça, moi je reçois aussi. Je donne, mais je reçois beaucoup quand je me mets au service des personnes parce que ça me fait rencontrer des gens avec qui je n'aurais pas forcément parlé au quotidien, dans le cadre des médiations interculturelles par exemple. En tout cas, il y a cette idée-là de recevoir aussi, et pas que de donner, une réciprocité dans la relation. Okay. Parce que j'entends quand même qu'il y a effectivement cette culture
de la médiation militante, mais qui peut quand même poser des questions. Déjà, pour ceux qui sont en changement d'orientation, peut-être qu'à un moment donné, ils auront besoin de vivre, d'avoir des revenus. Et puis, il y a la question quand même, à un moment donné, enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser que il peut y avoir un effet un peu non pas de fatigue, mais d'insatisfaction, on revient à la question de don contre don, etc., mais à donner beaucoup, éventuellement à se lever à 8 heures du matin pour aller faire une médiation avec toute la ville, etc., gratuitement. Il y a peut-être un moment, ça peut peut-être à un moment donné changer quand même la posture du médiateur, qui finalement, justement, peut-être on attend quelque chose, alors que peut-être c'est pas son rôle, on attend quelque chose. Enfin, je sais pas si vous avez envie de réagir là-dessus. Finalement, la posture du bénévole, elle est un peu différente quand même. Ouais. J'ai envie de réagir sur plusieurs points. Sur la posture du bénévole, moi je suis bénévole pour une association qui s'appelle Permis de construire, qui s'occupe de la réinsertion des anciens détenus. Et là, c'est mon choix personnel d'intervenir et de mettre à profit des détenus en voie de réinsertion mon professionnalisme, mes compétences professionnelles. Alors là, pour le coup, c'est plus sous l'aspect définition d'un projet professionnel, entraînement à des entretiens de recrutement, ouverture de mon réseau, plus que les compétences de médiation, valorisation aussi de leur parcours, et puis ce droit à la seconde chance. Mais c'est mon choix de me dire que sciemment, j'accorde le temps que je veux et j'octroierai la même qualité, pour revenir sur ce terme-là, d'intervention, de présence, peu importe que je sois payée ou pas. Parce que c'est effectivement mon choix d'intervenir de cette façon-là. Quand c'est une demande d'intervention de la part d'un client, d'un mandant, d'une entreprise, d'une institution publique, la question qui peut arriver, c'est pourquoi 2 médiateurs? Parce que quand il y a un collectif, il nous a été recommandé, fortement recommandé d'intervenir à 2, pour plusieurs raisons, et des raisons qui sont extrêmement précises et sécurisantes dans le cadre de la médiation. Ça peut interpeller les clients qui nous disent mais pourquoi être à 2 à partir du moment où il y a 3 personnes, finalement 3, mais à partir du moment où il y a plus de 2 personnes, il est important d'intervenir à 2 médiateurs. Donc là, ça double le coût, forcément, puisque moi je facture sur des coûts journée. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la notion de responsabilisation dans la médiation, puisque le pari, c'est de s'appuyer sur cette donnée extrêmement importante de la médiation qui est le volontariat. Personne n'est forcé à entrer en médiation, alors en médiation professionnelle, spécifiquement, moi je ne parle que de ça, qu'en milieu professionnel, dans la mesure où c'est vraiment tout ce cheminement qui va contribuer à déjà faire un pas vers l'autre et à pouvoir exposer ce qui fait conflit, ce qui sépare l'un et l'autre, et le fait de pouvoir se dire qu'en fait, il n'y aura pas nécessairement de suivi de la médiation, que ça peut être une seule séance qui suit des entretiens avec le mandant, la séance plénière où on expose ce que c'est, et puis ces entretiens courts, individuels, avec les personnes qui sont concernées pour définir le périmètre. Le fait que l'on dise qu'il n'y aura pas nécessairement de suivi, que ce sera peut-être à la demande, et s'il y a une demande unanime, de responsabiliser aussi de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de ce qui s'est passé en médiation, qu'il y ait accord ou pas. Ça peut être surprenant également de se dire tiens, c'est bizarre, elle n'essaie pas de nous vendre plus de choses. Donc, alors que peut-être dans d'autres postures, je peux intervenir en coaching, je peux intervenir en formation, en sensibilisation. Là, peut-être qu'il y a peut-être un pas de côté qui est fait aussi au niveau de la posture commerciale en tant que médiateur.
Et sur le résultat, c'est intéressant aussi de responsabiliser les médiés sur le fait qu'il se passera ce qui se passera. Le médiateur ne peut absolument pas être garant du résultat. Est-ce qu'ils vont pouvoir se séparer sereinement? Est-ce qu'ils vont pouvoir, au contraire, renouer des relations professionnelles apaisées? Et c'est pourtant ce que j'ai eu récemment, puisque finalement, le rapport au temps, c'est le rapport à l'argent. Et des managers peuvent dire « Ok, moi je veux bien participer à la médiation, mais il faut me garantir un résultat. Hein. Donc je ne vais pas perdre du temps si finalement ça n'arrange pas la sauce. » Donc très bien. Comment est-ce que vous pouvez garantir un résultat? Vous le verriez à quoi? Qu'est-ce que vous aurez envie d'y mettre? Voilà. Et donc ça c'est intéressant de dealer sur j'investis mon temps, vous investissez votre temps, donc on est en co-responsabilité. Moi je vous garantis un cadre. Et si finalement vous considérez que la médiation sera rentable s'il y a un résultat, ce sera à vous aussi de porter cette part de responsabilité-là sur la qualité du résultat, peu importe ce qu'il est. Mais est-ce que l'un et l'autre, vous feriez les choses de la même manière si vous étiez payé par Geneviève Perel? Enfin, si votre métier, vous n'aviez pas finalement à le gagner quelque part. Je voulais revenir sur la posture du bénévole. Oui. Même si j'ai pu paraître vénal, il y a une partie de ma vie qui est dédiée à la philanthropie. J'agis assez secrètement dans la lutte contre la cécité due à la cataracte avec beaucoup de succès. Et j'ai commencé ma carrière de médiateur dans ce qui avait été fondé par la Fondation David Pierre il y a une vingtaine d'années, qui était l'espace d'accès à la médiation. La raison pour laquelle je parle de ça, alors d'abord, premièrement, je vais complètement dans le sens de Marie. La médiation pro bono, c'est mon choix. Et ça me fait plaisir. Et je reçois énormément. Et c'est très, très gratifiant. Mais c'est avant tout mon choix. Et pour répondre à ta question, Catherine, quand j'essaye d'analyser, je n'ai pas l'impression d'avoir un comportement différent dans une médiation pro bono ou une médiation commerciale. Pas du tout. Et je peux analyser, je vais lui donner mon temps, je vais lui donner mon énergie, ce sera exactement la même chose. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que la provision était payée d'avance, il n'y a plus de question d'argent. Je voulais revenir aussi sur ce que Anne a mis en avant, la tension entre l'argent et l'accord. Je ne crois pas que l'argent achète l'accord. L'argent achète notre temps, et l'accord, c'est fondamental. C'est l'affaire des parties, c'est pas l'affaire du médiateur. Parce que si on devient, si on est responsable du résultat, alors comment est-ce qu'on peut parler de neutralité? Et enfin, je voulais revenir sur la qualité de service parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Je compare souvent le médiateur au chirurgien. Comment fait-on pour choisir son chirurgien? C'est pas selon le montant de ses honoraires, c'est pas selon le montant de ses diplômes, la taille de ses diplômes, c'est le bouche à oreille. C'est la réputation. Et là, je ne crois pas qu'on parle d'argent quand on parle de réputation. Parce que ceux qui parlent d'un médiateur en disant qu'il nous a accompagnés dans la recherche d'une solution qui était totalement inattendue, ne mettront jamais en face le coût de cette médiation. En fait, tous les trois, vous êtes assez d'accord pour dire que finalement, payé ou pas payé, un bon médiateur, entre guillemets, fait bien son, enfin, agit de la même manière, ça ne rentre pas en ligne de compte. Et toi, comme tu dis, bon, de toute façon, c'est payé en avant, donc après, on s'en occupe plus. Toi, tu dis finalement, c'est confortable parce qu'on n'a pas à s'en occuper. Et Marie, tu dis finalement, c'est pas... c'est moins un sujet puisque c'est beaucoup moins cher que plein d'autres choses pour les RH. Donc, quelque part, il y a quand même, vous êtes d'accord sur l'idée de dire, on met un peu l'argent de côté quand même. C'est-à-dire que c'est moins présent, en tout cas la question de l'argent, elle peut être un objet de médiation. Mais par rapport à votre pratique, en tout cas, il y a l'idée que de toute façon, et c'est ce que disait Claude, on n'est pas au pourcentage, tu n'es pas au pourcentage, et que donc de toute façon c'est le temps passé, et donc il n'y a pas... C'est pas un enjeu
dans la discussion avec le médié en fait. Alors, c'est peut-être, oui, Ouais. c'est un enjeu, mais qui ne se situe pas au niveau de la qualité ou du résultat, qui se situe au niveau de l'impartialité. Moi, j'ai eu une fois la question sur une médiation interservice. C'était deux services qui étaient en conflit, et en particulier avec un service avec le manager de l'autre service. Et il est arrivé lors de l'Assemblée générale, de la plénière, où on explique ce qu'est une médiation, ce que ça n'est pas, ce à quoi ça engage, ce que ça peut produire, ce que ça ne produira pas. La question a été posée mais de toute façon, qui est-ce qui vous paye? Donc la personne qui nous payait, c'était la direction générale. Dans la mesure où il y avait aussi du coup une personne qui était membre du comité de direction en tant que manager, l'interpellation a été plus sur l'impartialité. Mais finalement, si vous êtes payé par la direction générale, est-ce que vous n'allez pas prendre parti de façon inconsciente pour les personnes qui font partie de la direction? Donc c'est plus cet angle d'attaque-là qui a été exploré, l'indépendance et l'impartialité. Et c'était à ça qu'il était important de pouvoir répondre, et le fait de leur dire que je n'avais absolument aucune attente, qu'ils pouvaient choisir de rester en conflit, de rentrer en médiation, de ne pas rentrer en médiation, d'aller jusqu'à un accord, de le communiquer ou pas, et que peu importe ce qui se passait, ça n'était pas mon résultat, mais leur résultat, ça fait tomber complètement cette angoisse. Et même lors d'une médiation, quand on arrive proche d'un accord et que les personnes ont presque peur de se dire « Ah mince, c'est presque résolu, on est presque en train de réfléchir à un accord », plus on se détache en tant que médiateur et plus je laisse finalement tomber complètement le résultat en disant non, on n'est absolument pas obligé de s'engager dans la discussion d'un accord. Vous pouvez très bien choisir de ne pas signer d'accord. Ça ne me pose aucune difficulté. Hop. Voilà, en fait, cette posture-là est réinvestie par les médias eux-mêmes, et c'est finalement ça qui est intéressant dans à la fois cette présence très forte et cette distance vis-à-vis de leur propre enjeu dans lequel on rentre pas. Alors, je voudrais rebondir sur puis après on passera aux médias, la posture des médias. La rémunération unique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Anne. J'ai été contacté une fois par une grande institution française. Je n'ai pas le droit de vous dire que c'est le ministère des Finances, donc je ne le dis pas, qui m'a demandé d'intervenir parce qu'il voulait mettre fin à 87 baux immobiliers du jour au lendemain. 87 commerçants en phase 2 qui allaient se trouver sans commerce du jour au lendemain. Ils m'ont dit on prend en charge tous vos frais. Ça a été le plus difficile dans la médiation. Mais comment ça s'est fini? Ça s'est fini que les 87 parties ont compris que parce que j'étais payé par un, j'étais probablement biaisé et favorable à eux. Ça n'est jamais binaire. Et je me souviens d'un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé la médiation, qui s'appelle Médiation internationale, qui est parfaitement soporifique, mais tout le bouquin dit une chose, c'est qu'il y a eu énormément de médiations secrètes entre les Palestiniens et les Israéliens. Dans 100% des cas, les Palestiniens ont exigé que le médiateur soit juif. Parce qu'on peut profiter, on peut créer un biais favorable à l'une des parties. Et c'est pareil avec l'argent. Et donc depuis cette expérience, j'exige d'être payé par les deux parties, ou les trois parties, ou les 25. Justement, on va parler un petit peu à la fois du côté des médias, avec un certain nombre de questions qui me paraissent intéressantes peut-être à croiser maintenant. C'est d'une part, est-ce que c'est pas utile que les médias payent d'une manière ou d'une autre quelque chose? Alors ça renvoie aux discussions sur les séances de psychanalyse, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui serait intéressant de ce point de vue-là, au-delà de leur temps? Enfin, voilà, est-ce que ce serait pas intéressant? Après, il y a la question de est-ce que c'est important que ce soit les deux payent, pour les raisons que Claude? Est-ce que c'est en fonction de leurs moyens? Est-ce que leur matière familiale, j'imagine, c'est un sujet récurrent?
peu, ou un syndic. Les gens peuvent avoir la tendance à croire qu'on roule pour eux. Après, oui, ce qui est particulier dans notre champ d'intervention, ce lien de voisinage, c'est qu'on peut se demander, par rapport à cette question de l'argent, si sur ce type de problématique-là, les personnes seraient prêtes à payer pour résoudre une tension avec le voisin lié au brebis. Alors quand effectivement il y a un litige, par exemple sur un bout de terrain, de la mitoyenneté qui engage plusieurs milliers d'euros, peut-être que là, effectivement. Mais nous, la majorité des situations qu'on accompagne, c'est ça, c'est des difficultés relationnelles, du brebis. Et en fait, même symboliquement, la question c'est est-ce qu'il y a quelque chose de symbolique? Ce qu'on se dit, alors on entend souvent que effectivement quand on ne paye pas, les gens ne s'engagent pas ou ne viennent pas au rendez-vous. Et en fait, le constat qu'on fait, nous, c'est que, mais c'est très lié à ce champ, Catherine Bouche, elle a l'habitude de dire que c'est très difficile la médiation voisinage, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité chez les gens. Et effectivement, en entreprise ou en familial, on peut se dire que la relation, elle est presque d'office. En voisinage, on peut très bien choisir de ne pas entretenir ce lien et chacun chez soi et les brebis seront bien gardées. En fait, ce qu'on constate, c'est que, pour avoir comparé avec d'autres champs, notamment dans le champ de la famille, c'est que pour nous, en tout cas quand je dis nous, c'est la cité médiation, ça va responsabiliser les personnes de façon démultipliée. C'est-à-dire que quand elles s'engagent pour une médiation, on a le sentiment qu'elles ont vraiment, sincèrement envie que ça s'arrange avec les personnes leurs voisins, leurs voisines, et qu'elles ne sont pas contraintes et qu'il y a une liberté presque absolue. La difficulté, pour être quand même tout à fait sincère, c'est de capter la partie qui va être concernée ou mise en cause. Mais en tout cas, les personnes qui sont à l'origine de la demande, il y a une vraie authenticité, un vrai engagement qui se traduit par un investissement dans la médiation, l'envie de s'engager sincèrement. Des fois, il y a la réciproque en face, des fois non. Mais en tout cas, on se dit que même si effectivement il n'y a pas un billet qui est mis sur la table, ça vaut. Alors, on ne fait pas signer non plus de contrat d'engagement, de convention d'entrée en médiation, ça c'est lié à nos pratiques. Mais finalement, en tout cas sur les personnes à l'origine de la demande, on a très peu de pertes en ligne ou de personnes qui se désengagent, ou alors si elles se désengagent, c'est parce qu'à la fin du premier entretien d'information, elles vont avoir mobilisé une autre ressource ou la médiation ne correspond pas à leurs attentes. Mais en tout cas, vraiment, c'est ça qu'on cherche, la mobilisation de la capacité d'agir des personnes. Et on considère presque parfois que la médiation qu'on propose, c'est aussi de l'accès au droit. Parce que voilà, pour faire le parallèle avec Claude et Marie, on a quand même beaucoup, nous, de nos bénéficiaires qui, de toute façon, n'iraient pas vers la médiation. C'est aussi ce qu'a permis la tentative de médiation familiale préalable obligatoire aussi dans le champ de la famille. Ce sont des gens qui, de toute façon, n'auraient pas mobilisé cette ressource-là. Donc, on considère que c'est quand même gagnant de réussir à toucher ces publics, même si, effectivement, il n'y a pas d'engagement financier. Alors avant de vous donner la parole, je voulais indiquer que initialement j'avais aussi proposé à Alain Roy, que vous connaissez sans doute, d'intervenir et puis il ne pouvait pas, mais il a écrit un petit article. Il est là, Alain ? Bon. Alors il m'a envoyé un petit article que j'ai mis à disposition et puis qu'on enverra à ceux qui sont en ligne sur la médiation gratuite et la médiation payante. Et il y a derrière cet article l'idée effectivement de dire que quand on ne paye pas, en fait, on est plus souvent dans une forme d'exigence et que ça renvoie à pas mal d'autres situations par rapport au service public et au service gratuit. Et que finalement, il y a quelque chose qui peut être un peu sans limite par rapport au fait d'être dans une approche gratuite. Donc peut-être qu'il aura envie de poser des questions et d'intervenir, mais en tout cas pour ceux qui sont là, vous pourrez aller prendre cet article tout à l'heure, et pour ceux qui sont en ligne, on vous l'enverra, parce que Alain m'a permis de le faire. Donc là-dessus, comment vous voyez les choses de votre côté? Moi, j'ai lu cet article, merci Catherine de l'avoir partagé. Pour le coup, j'étais plutôt surprise de cette approche
de je ne paye pas, alors c'est sans limite. Alors l'idée qui m'est venue, c'est peut-être le buffet au Club Med où quand justement c'est gratuit. Mais effectivement, c'est payé et il est prouvé même qu'on consomme moins quand il y a. Donc c'est vraiment du marketing. Ce qui me venait aussi en tête, c'est plus un autre exemple qui n'a rien à voir. Quand on fait de l'échange de maisons, moi je pratique ça, du home exchange, où même parfois on ne va pas les uns chez les autres, en revanche on laisse sa maison gratuitement, gracieusement, et on va chez d'autres personnes. Et je me suis aperçue que finalement ce type de troc, de transaction, d'échange, était beaucoup plus respectueux que quand on paye, pour le coup, sur Airbnb ou peu importe, j'ai peut-être pas le droit de citer des choses comme ça, dans la mesure où le niveau d'exigence peut vraiment baisser significativement en disant mais à partir du moment où j'ai quand même accès à quelque chose d'assez extraordinaire et qui pourrait être valorisé assez cher, je suis très respectueux. Donc je pense qu'il pourrait y avoir tout et son contraire. Dans les médiations professionnelles, les médiés ne voient pas la couleur de l'argent. Oui, parce que toi, tu es payé par le commanditaire. Moi, je suis payée par le commanditaire qui parfois est très haut. Il n'y a que Claude qui est payé par ses clients ici. Ouais. Et pour le coup, ça n'entre quasiment jamais en ligne de compte. Ils arrivent avec tellement souvent de pression, d'émotion, que je pense que ça n'aurait même pas d'objet, le fait de leur dire, peut-être certains sont reconnaissants en fait à leur entreprise, au commanditaire, au DRH, à la direction, de se dire, ils se préoccupent de notre conflit, on sait que ça a un coût, mais notre souffrance est prise en compte. Et leur présence est suffisamment signifiante pour ne pas nécessairement aborder cette question-là. La question de l'argent est arrivée plus récemment comme objet de la médiation dans deux exemples. L'exemple de la rémunération, je t'ai demandé des augmentations, j'ai demandé une promotion, je n'ai pas eu d'augmentation, je n'ai pas eu de promotion. Donc ça tournait finalement autour de l'argent. Deuxième exemple, autour de nous avons fait un pacte d'associés, or, a priori, la vie de la structure ne permet pas de dégager pour l'instant des bénéfices et donc j'ai peur de ne pas être payé. Mais ce qui se jouait réellement, c'était la relation à l'autre. Dans l'augmentation, dans la promotion, dans la rémunération, on était sur comment tu me reconnais, comment tu reconnais ma valeur, et si finalement, une fois qu'on s'est reconnu lors de la médiation, cette question-là tombe complètement. Justement, moi j'avais envie de challenger un peu ce que disait Claude, où tu disais il n'est jamais que question d'argent dans la médiation commerciale, et en fait j'en suis pas si sûre. Enfin bon, c'est un autre sujet, il y a le sujet comment tu traites toi la question de la contribution 50-50, est-ce que c'est toujours moitié-moitié, comment tu traites ça? Et est-ce qu'effectivement souvent derrière l'argent comme objet, il n'y a pas bien d'autres choses qui font que finalement c'est... Comme objet de dispute. Oui. Comme objet de dispute, l'argent est ce qui est posé sur la table. Voilà. Derrière, il y a vraisemblablement une lutte d'ego, une jalousie ou autre chose, bien sûr, mais pas toujours. Pour l'instant, ça n'est que l'argent. Pour revenir sur la gratuité, je voudrais soulever une chose qu'a dit Anne, c'est que j'ai eu l'impression que tu comparais gratuité et troc. C'est Marie, là. Marie, pardon. Le troc, c'est pas gratuit. C'est pour ça que vient le respect. Et dans mes médiations pro bono, alors très curieusement, toutes les médiations que j'ai faites pro bono pour la Fondation de l'Abbé Pierre, il n'y en a pas une qui soit mal passée. En revanche, les médiations que j'ai faites dans le cadre d'assistance juridique, où les gens ne payaient pas, mais c'était leur compagnie d'assurance qui payait pour eux, ça a été une catastrophe pratiquement à chaque fois. Et comment tu expliques ça? Parce que quelqu'un paye pour moi, donc j'ai droit à quelque chose. Alors que celui qui ne paye pas du tout est reconnaissant du service qu'on lui rend.
En fait, c'est la grande distinction c'est le entre payer respect. par un autre C'est le respect. et puis non payé parce que la personne est bénévole. C'est ça qui est très différent en fait. C'est peut-être Je ne pense pas que les gens se comportent, je vais revenir au chirurgien, Ouais. je ne pense pas que les gens se comportent de la même manière avec le jeune chirurgien à l'hôpital et le chirurgien privé en ville. On a plus d'exigences vis-à-vis du jeune chirurgien qui est à l'hôpital, qui n'est qu'un salarié, je ne parle pas du chef de service. Et donc j'ai la sécurité qu'il paye pour moi, j'ai tous les droits. Le chirurgien que je vais voir en ville, c'est Dieu, il va me sauver la vie. Donc en fait, ce que ça signifie aussi, c'est que, puis après peut-être qu'on va donner la parole aux personnes qui sont en ligne, mais ça signifie quand même que une question qu'abordait Anne, qui est de savoir si les bénévoles, quand vous intervenez, soit vous pro bono, soit dans le cadre de ta structure à titre bénévole, la question de dire ou pas que je suis bénévole, ça change quand même la chose, parce que pour le médier, on comprend de ce que vous avez dit, que ça peut être un peu différent de se dire que c'est payé par un autre, une compagnie d'assurance ou une institution, et que ça peut être plus ou moins, déteindre sur l'attente en fait par rapport à la situation, de dire j'interviens mais je ne suis pas payé. Alors je comprends qu'à Rennes vous n'avez pas de consigne par rapport à ça, les médiateurs disent ou pas. Vous, quand vous êtes pro bono, vous le dites que vous êtes pro bono, enfin que vous êtes bénévole. Donc vous n'avez pas besoin de le dire, toi aussi, Marie, c'est pareil. Oui, tu le fais pas forcément. Oui, moi c'est à ce moment-là plutôt sur d'autres types d'interventions. Oui. Ils le savent, c'est dit. Et c'est même extrêmement valorisé aussi. En disant, vous vous occupez de nous, vous êtes la dame de Paris, parce que le permis de construire est basé à Nantes. Vous venez de Paris pour venir nous voir, nous, petites choses sans valeur. C'est presque à la limite, presque gênant voilà, de se dire, parce que si je reprends ce que disait Anne sur le don, le contre-don, le donner, recevoir et rendre, c'est être attentif systématiquement à ne pas mettre l'autre en dette. Voilà. Et être très au clair sur comment est-ce que on reçoit et on nomme ce que l'autre peut nous rendre, même si ça n'est pas valorisé financièrement, mais par autre chose. Tout à fait. Je pense que c'est un sujet très important, la question de ne pas créer ce rapport de dépendance ou de... Peut-être je vais proposer un participant présent, et peut-être si Geneviève, toi tu as des questions ou des commentaires de la part de personnes à distance. Alors, En parlant fort. En parlant fort. Est-ce que déjà dans la salle, on va donner une priorité à ceux qui se sont déplacés pour venir. Est-ce que certains d'entre vous ont des commentaires, des réactions, des choses qui vous ont étonné, des témoignages sur cette question? Oui. Oui. Non, juste sur ce que vous disiez sur la différence de perception entre la personne pour qui on paye et peut-être le bénéficiaire d'un vrai don qui serait dans une culture, je sais pas, une médiation organisée. Je fais vraiment pareil avec ce que je connais dans mon cadre professionnel étant avocate. Les clients à l'aide juridictionnelle sont connus pour être les plus exigeants et il y a vraiment ce parallèle. Enfin, c'est observé, c'est extrêmement difficile. Il y a aussi un problème de respect aussi parce que vous avez un cas gratuit, désigné. Enfin, et c'est vrai que je retrouve vraiment sur ce que vous avez indiqué. Il y a une problématique qui n'est pas du tout la même. Différente dès lors que ça mais bien sûr, mais parce que quelqu'un paye pour eux. Et c'est vrai que moi je suis absolument contre la gratuité parce que il n'y a pas, même une petite rémunération est préférable qu'à cette absence de dépenses engagées par la personne parce que il y a vraiment une problématique de respect et puis cette absence de limite. Ça, je partage vraiment ce qui a été dit pour l'avoir vécu. Je préfère payer presque rien de quelque chose symboliquement que le zéro parce que quelqu'un d'autre paye à sa place. Parce que là, il n'y a pas de limite et exactement tous les conflits, c'est avec ce type de qui sont dans. Oui, il y a vraiment l'absence de limite, ça part
et à l'avant. Éric. Oui, je veux dire, ça m'intéresse, je découvre un peu la matière, mais c'est vrai que l'origine de la médiation au départ, c'était quand même, effectivement, comme tu l'as rappelé, et puis je crois qu'Anne en a parlé aussi, mais le côté religieux, enfin, bénévolat, le fait d'accéder à la justice de façon gratuite, enfin, et les autres. Et donc on retrouve ça dans ce que tu fais à Rennes. D'un autre côté, je comprends que quand on est dans la médiation commerciale, on fait exactement la même chose. On met en œuvre les mêmes techniques, etc. C'est exactement la même médiation. Quand on a des millions en jeu, je comprends qu'on se dise, mais c'est déséquilibré, quoi. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait avoir différents types de rémunération selon le type d'action, mais je crois que la médiation perdrait son âme, quoi. Donc je pense que voilà, c'est comme ça. Et peut-être que la médiation du coup va se développer dans le monde commercial et que ce sera peut-être au détriment de l'avocat, je ne sais pas. Pourquoi elle perdrait son âme, la médiation, parce que si on devait s'adapter non, je ne sais pas, je pose la question. Je pense que les médiateurs généralistes, enfin il y en a un certain nombre là, et puis sans doute en ligne, peuvent témoigner du fait qu'ils s'adaptent aussi en fonction du type de médiation, je pense. Moi, je voudrais profiter de ce qu'a dit Éric pour revenir sur cette idée de médiation de l'ancien temps qui était gratuite parce que religieuse. Ça, c'est tronqué l'histoire. À cette époque, les communautés échangeaient assez peu d'argent à l'intérieur de leur communauté. On ne peut pas comparer ce qui se passait à cette époque à ce qui se passe aujourd'hui. Dans une société très financiarisée, on va dire. Oui, alors qu'avant, la communauté en question, elle avait un autre nom, ça s'appelait un village. Et dans ce village, on n'échangeait pas d'argent. On mettait tout en commun, on vendait au village voisin. Et donc on réglait ces problèmes entre soi, il n'était pas question d'argent. C'est pour ça qu'elle était gratuite, la médiation. Et effectivement, elle était réalisée généralement par des religieux. Mais moi j'avais été dans les études, quand je suis arrivée au CNAM, j'avais lu Le temps des médiateurs de Jean-François Six, et il y a une phrase que je n'ai pas eu le temps de retrouver, où il dit en fait, pour moi il n'est pas concevable qu'un médiateur soit rémunéré. Parce que je m'étais dit, ah bon, mais moi je veux faire ça comme métier, mais comment je vais faire? Enfin, ça m'a un peu perturbé. Est-ce que Geneviève, il y a des contributions? Il faudrait porter déjà le point de vue de Catherine Bouche, qui n'est pas là ce soir, qui insiste toujours, notamment dans les médiations qui sont payées par l'institution. Elle explique toujours qu'elle semble pouvoir dire aux médiés que n'importe comment ils payent, parce que finalement, les ressources de l'institution, qu'est-ce que c'est sinon leur travail? Donc, par ce biais, finalement, les salariés d'une entreprise contribuent à payer la médiation à laquelle ils participent. Ça, c'est Catherine qui développe cette idée et qui ne manque pas de le dire aux médias quand elle en a l'occasion. D'une façon plus large, le contribuable. Voilà, alors c'est une autre remarque qui vient de quelqu'un qui est à distance, qui est de dire finalement que le juge, il est payé par l'État, donc le médiateur devrait être un service, la médiation devrait être un service public. Et ça, déjà, on en a discuté l'autre en amont, mais c'est vrai qu'en France, il y a un service public de la médiation qui est déjà très développé parce que, en tout cas dans le domaine commercial, entre entreprises, les médiateurs des entreprises, les médiateurs du cinéma, les médiateurs du tourisme, tout ça, ce sont des médiations entre entreprises qui finalement échappent aux médiateurs privés, aux médiateurs indépendants, et ce sont des services publics. Mais est-ce que ce sont des médiations? C'est une forme de médiation en tout cas. En tout cas, il y a bien un conflit entre des entreprises. Il y a le médiateur de l'énergie, enfin il y en a 15, 20. Et en fait, il y a quand même un service public de médiation au sens de règlement amiable, de mode de règlement amiable des conflits organisé par l'État. Et c'est vrai qu'on ne les connaît pas bien, ils ne viennent pas de former au CNAM particulièrement, on ne les voit pas beaucoup, mais en tout cas, ils proposent un service public de médiation. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils font un règlement des différends. Ils servent de courroie de transmission entre une administration très lourde
dès qu'il y a un problème. Ça, c'est pour les médiations institutionnelles, mais les médiations, dans les médiateurs sectoriels, ils font des contentieux entre entreprises. Pour rebondir à la fois sur ce que vous disiez et ce qu'évoquait Geneviève, nous, c'est plutôt, les personnes qui vont se comporter un peu comme sachants, qui nous posent un peu question, justement sur mais c'est quoi votre service, qui paye, vous roulez pour la ville, pour sauver des subventions. Donc voilà, on peut aussi être amené à dire que c'est une délégation de service public et que de toute façon, c'est ces impôts aussi qui permettent à l'association de fonctionner. Mais nous, c'est plutôt ces personnes-là, en fait, qui pourraient douter du fait que ce soit pris en charge par des financeurs et pas gratuit, et qui peuvent s'interroger sur est-ce que c'est sérieux, votre structure, qui sont les médiateurs qui sont là. Donc là, on a à faire de la pédagogie sur bénévoles professionnels qualifiés. Et dès lors qu'après on travaille sur la posture et le fait qu'ils sont eux-mêmes experts de leur situation et en responsabilité de l'issue ou pas, ça dégonfle. En général, ces personnes-là qui peuvent être un peu retors, on arrive à les rattraper. C'est assez rare qu'on puisse avoir des personnes qui sont un peu odieuses comme celles que vous montrez tout à l'heure. Et puis il y a les conciliateurs, parce que surtout en matière de voisinage, les gens qui sont envoyés par le tribunal, d'emblée, on leur dit de trouver une solution à l'amiable. En matière de voisinage, moi je suis souvent sollicitée, on me dit vous êtes bien conciliateur, c'est bien une intervention gratuite, c'est immédiat. La question ce sont souvent des différends de voisinage. Nous on travaille en très bonne intelligence avec eux parce que on a quand même des conciliateurs qui se disent que dans pas mal de cas c'est la relation qui est au centre. Donc, ça peut arriver que des conciliateurs récupèrent des situations et nous les transmettent parce qu'ils voient bien que en fait, le droit ne pourra rien pour cette situation-là. Donc c'est assez intéressant en fait, sur notre territoire le travail qu'on fait avec eux. Mais dès lors que vous êtes également gratuit, si je puis dire, pour les personnes, il n'y a pas ce changement de braquette. On a juste parfois à faire un peu de la pédagogie, mais alors qu'est-ce qui vous différencie d'eux nous, on ne va pas aller chercher le droit, on va vraiment travailler la relation. C'est assez complémentaire. Moi, je voudrais juste intervenir sur les acteurs de la cohésion sociale. En fait, si on commençait avec des nombreux, ce serait intéressant de savoir ceux pour lesquels il y a vraiment une affaire de rémunération sérieuse. Parce qu'il faut parler sérieusement en termes de rémunération, je suis tout à fait d'accord. Et en tout cas, ça me semble plus évident. Ça vient d'ailleurs s'opposer un peu fatalement au bénévolat, lequel bénévolat est une force sur laquelle les gouvernements et le gouvernement s'appuient un peu trop. Justement dans un contexte de chômage croissant, on sait bien aussi, bref, il y a des secteurs de chômage, mais plus particuliers, mais pour autant, simplement je parle de ma petite expérience j'étais assistante sociale en Île-de-France pour les agents. Et j'ai vu arriver, à peu près en 30 ans d'expérience, j'ai vu arriver, comme tout le monde, le risque psychosocial. Et j'ai vu une armada de psychologues du travail arriver, et pour lesquels il n'y avait pas d'état d'âme sur leur rémunération, non pas en fait, surtout quand ils rentraient dans des cabinets privés. Donc des cabinets privés que font venir les entreprises et qui sont payés à prix d'heure. Donc, si vous voulez, ce qui me dérange un peu, ce qui me dérange, je veux dire, je voudrais attirer l'attention sur les écarts très importants qu'il peut y avoir dans les types de rémunération
dont la finalité, pour des professionnels, dont la finalité est de tendre à une cohésion, qu'elle soit à l'intérieur d'une entreprise, qu'elle soit à l'intérieur d'une famille, qu'elle soit externe. Voilà. Est-ce que vous voulez dire en fait que vous trouvez que ce métier-là, en tout cas cette approche-là, n'est pas suffisamment reconnue et rémunérée? C'est ça? Oui. C'est un peu le propos de Claude, qui vaut pour le commercial, mais peut-être qu'il vaut plus largement pour toi? J'ai l'impression, c'est ce que dit madame. Est-ce que Geneviève, il y a d'autres questions? Alors, il y avait effectivement la question du désengagement des médias dans le processus de médiation dès lors qu'ils ne payent pas. Mais je pense que tu as répondu à cette question, que ça... En tout cas, pour nous, c'est lié à la spécificité du lien de voisinage qui peut ne pas être investi par les personnes. Quand ça se retrouve moins dans d'autres chambres. Il y a une question peut-être par rapport à ça? En fait, oui, parce que moi, j'avais l'impression que dans le cas de l'entreprise, à l'inverse, le fait que les parties sachent que le mandant a payé pour eux doit un peu les obliger, compte tenu de la relation intrinsèque de la relation de travail. Donc, moi, c'est plutôt ça que j'aurais imaginé en premier lieu, sur le rôle de l'argent qui est passé par un tiers et qui vient donc financer la résolution d'un problème. À moins que ce soit perçu comme un aveu de culpabilité. Pardon? À moins que ce soit perçu comme un aveu de culpabilité. Je sais pas, en tout cas, je me dis que les métiers doivent se sentir légèrement obligés, et tu dois pouvoir me le dire, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est rajouté. Tu parlais de reconnaissance tout à l'heure qu'il pouvait y avoir sur le fait qu'on vienne s'intéresser à leur cas, etc. Mais je pense qu'il doit y avoir un lien d'obligation bien connu dans le monde du travail. C'est très intéressant cette question. La façon dont on la traite, c'est que c'est déjà posé très clairement avec le mandant que ce sera uniquement sur la base du volontariat et que personne ne sera obligé de rentrer en médiation. La deuxième des choses, c'est le fait de proposer l'invitation à rencontrer les médiateurs. Il n'y a pas d'entrée en médiation sèche, mais le fait de rencontrer le médiateur. Et la troisième étape qui tente de sécuriser aussi, de répondre à cette question, c'est de dire que la décision d'entrer en médiation appartient au médiateur pour vérifier si les conditions sont réunies. Et le médiateur n'a pas à se justifier auprès notamment du mandant sur le fait de ne pas entrer en médiation. Donc ça, c'est travaillé depuis le départ en disant que ce ne serait pas peut-être la bonne démarche, peut-être pas le bon outil, et qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles la médiation n'a pas lieu. Et ça peut être aussi des questions de fragilité, par exemple, de certains médiés. On se dit ils n'auront pas la capacité psychique, ça va les désarçonner, ça va les déstabiliser, et ça va peut-être leur faire beaucoup plus de mal que de bien. Et ça, le mandant doit être complètement d'accord avec ça. Mais tu as raison sur le fait de dire que peut-être il y a derrière le fait que bah, tiens, il y a quand même mon entreprise, mon employeur avec qui j'ai un lien de subordination qui me propose ça. Si ça ne se passe pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Oui. Donc la question reste quand même en suspens et elle est pertinente. Elle est très la question de la Moi, pour réagir un peu par rapport à ma situation, donc moi je suis payée par une organisation et c'est vrai que j'ai fréquemment des personnes qui me disent, alors qu'ils soient médiés ou pas, qui me disent c'est extraordinaire quand même qu'une entreprise accepte de payer quelqu'un pour nous aider à résoudre nos problèmes. Donc ça reste quand même quelque chose qui, bon, pour certains, paraît complètement normal, et de toute façon, puisque dès lors que les conflits, c'est aussi des risques psychosociaux, mais c'est aussi un coût pour l'entreprise, donc c'est aussi son intérêt à l'entreprise. Mais certains ne font pas forcément dans cette ligne-là, ils sont plutôt dans une optique de reconnaissance de l'effort fait par l'entreprise. Et d'ailleurs, certains me disent, mais vous êtes payé par l'organisation, mais pas sous l'angle de l'indépendance, mais sous l'angle de dire, l'organisation, elle accepte de vous payer pour ça. Enfin, donc ça montre aussi peut-être une meilleure, aujourd'hui, sans doute, en tout cas dans l'entreprise,
conscience du coût du conflit dans l'entreprise et du fait que c'est normal d'y mettre de l'argent. Donc ça, peut-être aussi qu'à un moment donné, dans les affaires de voisinage, de médiation sociale, comme ça, il y aura peut-être aussi quelque chose qui sera de l'ordre dès lors que c'est des conflits et que ça fait intervenir des personnes, peut-être à un moment donné aussi que le rapport à l'argent sera peut-être aussi amené à évoluer. En tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis, dans l'étude qu'on a faite sur l'utilité sociale de la médiation de voisinage, il y a ces 3 dimensions. Personnelle, le bien-être que ça va pouvoir potentiellement améliorer, la dimension relationnelle entre les belligérants, on va dire ça comme ça, et la dimension sociétale, c'est-à-dire à l'échelle d'une entreprise, de la cité et de la société, effectivement, plus globalement. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Je pense aussi que le fait de payer sur la médiation, c'est un point en terme, c'est une reconnaissance du fait que le conflit peut exister. Donc ça détend aussi beaucoup. Ça banalise un peu la question du conflit, un petit peu. Une société sans conflit avec le chance. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a quand même la question aussi du fait que beaucoup de médiateurs maintenant, ils sont de plus en plus nombreux à se former, entendent gagner leur vie avec cette activité, que tous ne sont pas donc payés par des institutions ou bénévoles, mais comptent bien gagner leur vie. Et il y a tout de même aussi, en parallèle avec la professionnalisation des exigences qui émergent, avec l'obligation de suivre des formations continues, de payer des assurances, de rentrer dans des associations type M21, etc. Et tout ça, faire de l'analyse de la pratique, tout ça, ce sont des coûts qui sont très importants pour celui qui pratique uniquement la médiation, et qui fait que l'argent, comme moi je le vois dans les jeunes autour de moi à Reims qui se lancent dans cette activité, qu'il y a quand même de la tension autour de l'argent qu'ils vont toucher. Oui, on sait que ce n'est pas encore un secteur qui est complètement rentable, enfin qui est un secteur en émergence, on va dire, de capacité à pouvoir vivre cette activité. Et quelqu'un a souhaité parler? Oui, mais vous avez consulté ma question parce qu'en fait, je trouve que si on en revient au fait que les médiateurs ont souvent 2 métiers, d'ailleurs dans leur carte de visite, souvent c'est pas médiateur qui apparaît en premier, mais c'est leur métier d'origine, que ce soit psychologue, avocat ou autre, et donc DRH, et donc je trouve que le problème de l'argent, c'est aussi ne pas reconnaître un métier, ne pas reconnaître pour finir toute son entité. Et pour finir, les psychologues, elles sont payées, les psychanalystes, elles sont payées, et du coup, elles peuvent mettre sur leur carte de visite psychanalyste et psychologue, et je ne vois pas pourquoi les médiateurs ne pourraient pas le faire. C'est un des débats qu'il y a justement dans toute cette tendance à la professionnalisation de la médiation, et c'est un peu la raison pour laquelle on avait souhaité aussi organiser cet échange sur l'argent, parce qu'on voit d'où on vient, d'où la médiation vient, et on voit bien aussi d'où elle va, et avec des enjeux de reconnaissance par l'argent d'une certaine valeur de ce métier et d'un certain effort de professionnalisation. Oui, j'avais une question, puisque je n'ai pas trop suivi, mais il y a en ce moment le conseil de la médiation qui est en train de se créer, il est quand même monté dans les tout ça. Est-ce que l'association, justement, Médiation Plurielle, a participé à des discussions, s'est positionnée, a été consultée? Parce que pousser vers la professionnalisation, enfin, je ne vois pas, c'est notre intérêt à tous, et aussi pousser pour une reconnaissance de ce que vous avez dit. Quel est l'intérêt alors? Même si j'entends l'intérêt sur le sens citoyen, il y a des visions différentes. Non, je pense que ça a absolument du sens dans ce que vous dites. Oui, mais on occupe une case vide. Et puis tout va dans le même sens, parce que la reconnaissance de la professionnalisation, la nécessité, et puis derrière, ça va aussi dans le sens de la reconnaissance de la valeur, de l'importance de ce travail. Et du coup, je suis pas bien impliquée dans le sens, mais est-ce que médiation plurielle a pu... Alors peut-être que ça va être le mot de la fin. Je vais proposer peut-être à Geneviève. La question c'est dans quelle mesure médiation plurielle est impliquée dans les travaux de médiation 21 de professionnalisation. Je ne pense pas qu'on ira beaucoup dans les détails, mais peut-être que vous nous donner parce que le Médiation 21 s'est engagé dans les discussions dans M21, surtout
pour défendre un point de vue sur la formation, parce que notre origine de médiateur formé au CNAM faisait que c'était ce sujet-là qui pour nous était essentiel, de faire en sorte que la formation des médiateurs soit de qualité, hein, avec un certain nombre d'heures, etc. Donc nous avons participé effectivement à des échanges, mais ces échanges, ils participaient à une démarche qui consistait à obtenir en fin de compte la création d'un Conseil national de la médiation qui aurait en cascade délivré une certification, alors qualification, certification, etc., sur certains critères. Or tout ça, ça a complètement capoté. C'est-à-dire qu'il y a bien un Conseil national de la médiation qui est créé, on ne sait pas trop qui sera dedans, s'il y aura suffisamment de médiateurs. C'est dans le cadre de la justice, hein, donc pas du tout ce que souhaitent beaucoup de médiateurs qui voient cette profession non pas rattachée spécialement à la justice, mais peut-être à quelque chose de plus large. Ce Conseil national de la médiation, il a finalement pour rôle de superviser, de donner des recommandations, etc. Donc, il ne fera pas du tout de certification, de qualification, il ne mettra pas du tout ça en place. Donc, M21 a décidé finalement de le faire lui-même, c'est-à-dire de mettre en place un système pour certifier les médiateurs qui répondrait à un certain nombre de critères de formation continue, d'analyse de la pratique, etc. Moyennant donc tout un système derrière informatique pour pouvoir faire en sorte que tout ça puisse fonctionner de façon système. Et finalement, aux dernières nouvelles, l'ANM ne veut pas de ça. Donc comme l'ANM a un poids énorme dans M21, j'ai l'impression que tout ça maintenant c'est... On a une médiation entre voilà. l'ANM Donc, voilà, on s'arrête là, mais c'est pour vous dire que tout ça, ça a été un peu un feu de paille. J'ai l'impression que c'est... Voilà. On essaiera peut-être dans le cadre de médiation plurielle de donner l'occasion d'approfondir un peu ces sujets. J'essaye de jamais trop déborder sur le timing. Donc je vais juste proposer à nos trois intervenants de dire une phrase de conclusion en les remerciant à nouveau d'être présents parmi nous, et qu'est-ce qu'ils auraient envie de laisser comme message principal sur argent et médiation. On va commencer par Claude. Très simplement, est-ce que la médiation est un service? On va ouvrir le signifiant et donc le service. Non, la question est ouverte. D'accord. Posez-vous la question, est-ce que la médiation est un service? Et vous aurez toutes les réponses. Marie. Il est important de ne pas laisser l'autre en dette et en tant que médiateur être toujours garant du cadre et que cette question de l'argent puisse émerger comme tout ce qui peut émerger en médiation et de l'apprendre en tant que médiateur. Ok, merci. Non, moi j'aurais peut-être juste une vision un peu plus macro et de se dire que ce qu'on disait tout à l'heure sur la médiation plurielle, voilà, le fait que cohabite aussi en tout cas dans les pays, différents types de médiation avec des rapports à l'argent pluriels. C'est comme ça. Voilà. Moi, je pense que pour conclure, et ça rejoint un peu ce que vous avez dit, j'ai envie de dire que la question c'est le sens en fait. Je pense que ça rejoint un peu une question qui avait été posée, au sens où ce qui me paraît important, c'est que s'il y a des médiateurs bénévoles, ils le fassent parce qu'ils vont souhaiter l'être, et qu'ils y voient un sens, et que ce ne soit pas juste parce que les acteurs économiques n'ont pas mis suffisamment de moyens possibles pour rémunérer ces personnes, que ce soit un choix de vocation et non pas un choix économique. On peut l'espérer en tout cas, et qu'on puisse avoir une cohabitation entre des médiateurs qui font le choix d'un en bénévolat parce que ça a un sens pour eux, et des médiateurs qui peuvent vivre de leur métier de médiation, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. On peut espérer qu'à un moment donné, ça puisse être une possibilité plus largement partagée, que les médiateurs qui aiment ce métier et qui veulent le faire puissent en vivre, ce qui n'est pas aujourd'hui complètement le cas. Merci à tous. Merci à ceux qui sont en ligne. Et puis, il y avait 18 personnes au moment où on parle. D'accord. Merci à ces 18 personnes et puis à bientôt.